Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la revue des Grandes Unes. C'est déjà la dernière de la semaine. Nous sommes le vendredi 17 juin 2022. Nous sommes en direct de nos studios de Douala. Je vous amène d'abord en kiosque pour parcourir quelques unes sélectionnées dans le cadre de ce programme. La nouvelle expression qui s'intéresse au réaménagement gouvernemental au sein du SDF, nomination au SDF. Frondi écarte ses opposants, nous dit la nouvelle expression. Le chairman du Social Democratic Front vient de nommer son gouvernement Shadow Cabinet. Et à y regarder de près, il a mis à l'écart les têtes fortes du parti qui faisaient surtout ombrage à son vice-président Joshua aussi, de plus en plus accusé de jouer le jeu du pouvoir depuis la dernière présidentielle, souligne le quotidien de la mobile Bonakwamwa. Autre précision dans ce tabloïd. Crise anglophone, les 10 incohérences du gouvernement, titre en oreillette, le quotidien La Nouvelle Expression. Le docteur Arissimono a listé quelques 10 points sur lesquels les autorités de Yaoundé s'en mêlent les pédales depuis le début de cette crise en 2016, d'où l'enlisement de cette guerre. Et puis, ligne 94, le gestionnaire violemment agressé, Jean-Sylvain Vondo, haut cadre au Minepat, à qui des sources attribuent une fortune immense, a subi le repassage de son corps par des hommes cagoulés, qu'on dit très spécialisés, entrés par effraction dans son domicile. Autre précision sur le film de cette agression dans les colonnes de La Nouvelle Expression. Le Messager revient également sur ce sujet et s'intéresse à la succession de Paul Biya. La cible et l'écorché vif, titre le journal de Feu Plus Ndiawe. Le journal fait allusion au braquage, à l'agression sauvage et barbare de Jean-Sylvain Vondo qui annonce le grand soir et des relents des batailles ouvertes pour la succession du Nomgui. Les détails dans les colonnes du journal Le Messager qui revient également sur le renouvellement du Shadow Cabinet, du SDF. Frondi adoube les affidés de Joshua aussi. C'est le titre choisi pour illustrer donc cette actualité. Le chairman a procédé à la reconfiguration des commissions permanentes du parti dont il tient les rênes. Le jour également parle du SDF. Maître Abor Bala rejoint le Social Democratic Front. John Frondi a recomposé le bureau de son parti ainsi que son Shadow Cabinet. Nous disons le quotidien le jour de ce matin. Et puis on termine avec l'Indépendant. Attentat, à qui profite le crime, s'interroge l'Indépendant à sa une de ce matin. Les batailles successorales qui font fureur actuellement au Cameroun viennent de connaître une nouvelle tournure avec la tentative d'élimination physique du docteur Jean-Sylvain Vondo. L'escalade de la violence politique bascule dans une haine sauvage de l'autre. C'est un message fort envoyé aux clans qui se battent pour l'après-Biya. C'est le degré zéro de la politique qui dérive en dérèglement de compte en cessant d'être un combat d'idées. Voilà donc ce que nous dit l'Indépendant à propos de cette agression de Jean-Sylvain Vondo. Et c'est tout pour la rubrique kiosque donc, de cette édition. Un retour en plateau. On accueille nos invités pour la deuxième partie consacrée au débat. D'abord à ma gauche, Georges Semé. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous Achille Kanga. C'est toujours un plaisir pour moi d'honorer parmi vos panélistes et je salue tous ceux qui nous regardent au Cameroun et à l'étranger. En face de vous pour croiser le verbe ce vendredi, Aloïs Onana. Bonjour et bienvenue Aloïs. Bonjour Achille, bonjour à Georges, bonjour à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, on entre de plein pied dans le premier thème de cette revue des Grandes Unes. Il est consacré donc au réaménagement au sein du Shadow Cabinet du Social Democratic Front. C'est hier que les nouveaux visages ont été révélés par le président du chairman qui donnait une conférence de presse. Du côté de Yaoundé, des changements, notamment à la tête du secrétariat général, également au niveau de la commission chargée de l'information et des médias, d'autres nouvelles figures, comme Marie Cagde qui entre et qui hérite donc du portefeuille consacré aux finances et à l'économie. Je pose la question d'abord à Georges Semé, la presse qui dit ce matin que le chairman règle ses comptes avec le camp opposé à Joshua Oshike et son protégé. Est-ce que c'est la même lecture que vous faites? Alors, d'abord, il faut une sorte de séisme politique au sein du Social Democratic Front. Vous savez que ce parti fait les choses grâce à la presse depuis quelques mois, surtout à travers cet échange virulent que l'on observe entre le premier vice-président national de ce parti et son représentant régional au littoral. J'ai nommé Jean-Michel Nidje et précédemment Joshua Oshie. Ça donnait l'impression que le bateau SDF était en dérive et que le chairman, qu'on a connu plus puissant qu'avant, dans les années 90, ne contrôlait plus ses hommes. Alors, il a donné un signal fort à ses concernés en
recomposant son équipe politique. Et vous avez cité quelques fortes têtes qui entrent, des nouvelles têtes comme Agbor Bala, voilà, comme le secrétaire général de la communication, Malik Agde, le secrétaire général de la communication, Ginjol Gahan, qui était il y a quelques années au sein du RDPC, qui a rejoint les rangs du SDF. Il remplace Jean-Robert Wafo. Et il y a d'autres grandes figures qui sont entrées, mais il y a eu des départs. Vous avez cité Jean-Robert Wafo, mais il y a également l'emblématique secrétaire général, Jean Tomelo, qui a cédé sa place à un nouveau. Donc, c'est un signal fort qui démontre que M. Fondi tient encore la manette de son parti et qu'il n'y a pas de privilégié. Non seulement ça, mais il a tranché le débat. Il a tranché le débat en faveur de la discipline du parti et au détriment de la division au sein du parti. Vous savez que ça intervient à la veille d'une importante échéance électorale, quand même l'élection présidentielle, et une présidentielle se prépare bien avant. Et vous savez que ce sont ces distensions internes qui ont fait que le SDF se retrouve aujourd'hui très affaibli en termes de représentation nationale. Et je crois que c'est un signal fort qui va au moins ramener une sorte de discipline au sein de ce parti. Alors, est-ce qu'on peut dire que le chairman Nidjon Fondi a voulu se débarrasser de ce qui dérange, entre guillemets, comme on dit, parce qu'on sait aussi qu'il était en opposition, même déjà dans la politique du SDF qui avait, dit-on, un tout petit peu changé et qui avait un camp qui disait qu'il faut revenir au SDF originel. Ça n'a pas trop plu au chairman. Est-ce qu'il abat ses cartes? Est-ce qu'il prépare sa succession? Comment vous voyez ce renouvellement au sein du Shadow Cabinet? Alors, je vois beaucoup plus un retour à la discipline, la discipline, parce que depuis 2018, le SDF a connu, de 2018 à 2022, a connu au moins 2 événements chocs qui ont fait que le parti a occupé les devants de la scène. Le premier événement, c'est d'abord la présidentielle de 2018, qui avait en sa tête certains Joshua aussi, qui en interne ne faisait pas l'unanimité. Il y en a qui estimaient que ce n'était pas un leader qui pouvait amener le parti à gagner. Et bon, l'élection n'a pas été très bonne. Et après cela, il y a eu cet événement de cette lettre qu'on a envoyée aux sénateurs, aux députés américains. Et au sein du SDF, il y en a qui ont estimé que le SDF s'était mis derrière le RDPC, au point où on a pensé que c'était une auto-exclusion du Joshua avait l'obligation, n'est-ce pas, de se mettre de côté. Et donc, ces événements-là ont fait que le parti ne cachait plus les dissensions qu'il avait en interne. Et justement, on se pose la question, mais dans toute cette bataille, où est le chairman qui revient en surface et rabat les cartes, comme pour dire, écoutez, je suis encore là, je l'ai suivi parler de... Le chairman n'est pas là pour essayer de commander en quelque sorte, mais pour agir, pour mettre l'ordre. Ça, c'est de paraphraser, c'est ce qu'il a dit en quelque sorte, pour dire en fait, je suis là pour mettre encore de l'ordre, et l'ordre est revenu. Lorsqu'on observe à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est plutôt l'aile, je peux dire modérée, conduite par Joshua aussi, qui est plutôt dans les bonnes grâces du chairman, qui continue à manifester là sa présence dans un parti qui ne doit pas être un parti fourre-tout, un parti, je veux dire, rebelle, parce qu'il y en a qui ont eu un langage presque guerrier, si bien qu'au moment donné, il y avait une confusion dans l'opinion publique qui estimait qu'il y avait des accointances en quelque sorte entre le MRC et le SDF. Il y en a qui estimaient que... Une L qui estimait... Donc, avec ce nouveau départ, en quelque sorte, je crois qu'on reviendra au SDF d'antan et le rôle devra être forcément bien joué par celui en charge de la communication et des médias. Est-ce qu'on est sûr, Georges Semeke, la calmie va véritablement revenir? Quand on lit la sortie de Jean-Robert Wafo, vous l'avez cité, qui était anciennement chargé d'information et des médias, qui dit lui-même qu'il a appris. Il dit qu'il a appris, ce qui est quand même à fois un tout petit peu grave pour celui qui est chargé de l'information justement et des médias, qui a appris comme tout le monde qu'il était démis de ses fonctions. Et ça ne va pas un peu contribuer à raviver les tensions au lieu d'apaiser, au lieu de revenir à la calmie? Votre question est extrêmement pertinente parce que rien ne nous dit qu'avec cette nouvelle recomposition, forcément il y aura un retour à la calmie. Je pense plutôt que, vu l'ampleur de la crispation au sein du SDF, ces nouvelles cartes qui sont abattues aujourd'hui vont certes contribuer à taire un tout petit peu les divisions internes, mais elles vont cristalliser des positions de ceux qui estiment qu'ils ont été sacrifiés sur l'autel de ce que vous appeliez tout à l'heure le SDF originel, dont qu'ils appelaient de tous leurs voeux. Donc, on attend peut-être les prochains jours qui seront extrêmement décisifs avec les NEC, certainement il y a un NEC qui sera annoncé, mais les sorties publiques
de Jean-Michel Nche, par exemple, qui est sérieusement affaibli avec cette recomposition, mais pourquoi pas de Jean-Robert Wafo, certainement qui va donner sa position là-dessus, mais je suis sûr et certain que les langues vont se délier et on aura la vraie position de ceux qui estiment qu'ils ont été sacrifiés alors qu'eux, ils œuvraient pour un retour à un SDF originel. Alors, à l'heure, on a un certain boulevard donc, qui est ouvert, comme ça on va le dire à Joshua aussi, parce qu'on prépare aussi la succession quand même à la tête du SDF, et le chairman lui-même a dit, en conférence de presse, qu'il est malade, qu'il n'a plus beaucoup d'années à la tête du parti. Donc, on dit que c'est un boulevard comme ça, ouvert à Joshua ici. Un boulevard, certes, peut-être, mais lorsque j'ai lu la sortie de Jean-Robert Wafo, j'ai lu entre les lignes un acteur politique un peu déçu, sinon profondément déçu, et qui parle d'une rupture, qui parle d'un mouvement qui pourrait conduire à des ruptures, en quelque sorte. Et j'ai compris par là qu'un Wafo aura de la peine à cette ère. Il aura de la peine à cette ère. Parce qu'il a dit, je mets un peu de l'eau à votre vin, il a dit que maintenant il est déchargé de ce droit de réserve. Donc, on s'attend à des révélations peut-être. Peut-être des révélations, mais davantage des critiques, va davantage prendre la parole des critiques acerbes, n'est-ce pas, vis-à-vis du management de Joshua. Et je vois dans les jours à venir les prises de parole multiples de Jean-Robert Wafo qui pourraient en quelque sorte ternir l'image, je veux dire quoi, l'action politique de Joshua. Et là, je crois qu'en interne, il faudrait encore travailler dur pour que la parole du SDF revienne non plus à Jean-Robert Wafo, mais davantage à celui-là qui a été choisi par le chairman pour qu'une seule voix soit entendue, celle officielle. Sinon, il y aura diverses sons de cloche et ça ne pourra pas faire grandir le SDF qui aujourd'hui a besoin de se repositionner et aller à la conquête d'une élection présidentielle qui pointe. Oui, Achille, il faut peut-être rajouter que parlant de Jean-Robert Wafo ou alors de toute autre personne qui a été débarquée dans ce nouveau repositionnement, ils n'ont pas été démis du SDF. Ils n'ont pas été exclus du SDF. C'est juste un réaménagement au sein du Ils ont été déchargés de leurs fonctions, donc ça veut dire qu'ils font toujours partie du SDF. Et pour compléter, l'ancien secrétaire général rebondit quand même, je crois, il est président de la commission agriculture et développement. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas complètement sortis du SDF, donc ils ont toujours cette obligation de réserve. Et ça, c'est un rapport avec les récentes réactions de Jean-Robert Wafo qui pourrait éventuellement se délier la langue pour essayer de dire certaines vérités, mais je crois qu'il a encore cette obligation de réserve parce qu'il fait encore partie du rang du SDF. Mais Georges, maintenant dans le fond, il y a des nouvelles personnes, notamment le secrétaire général Adeline Djomgang, avocat, qui était secrétaire également à la circonscription de Douala Premier. Il y a Lumaï Kardé qui arrive. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment apporter pour l'évolution du parti? Je crois que ces personnes qui ont été désignées ils n'ont pas été cooptés. Ils ont été choisis sur la base de certains préalables, de certains acquis qu'ils ont peut-être au sein du SDF, mais également dans leur formation, scolaire, leur diplôme, leur cursus, etc. Donc je crois qu'ils peuvent apporter beaucoup au sein du SDF. Et comme je disais tout à l'heure, ça intervient à la veille d'une importante échéance électorale et je crois qu'ils recevront les consignes strictes de la part du chairman afin qu'on ne donne plus l'impression qu'il y a une sorte de zizanie ou alors de scission ou bien une antichambre d'un parti d'opposition dans ce parti ou alors une antichambre du parti au pouvoir dans le même parti. Donc il y aura un cadrage des interventions, il y aura un discours qui sera plus objectif et qui va cadrer cette fois-ci avec les aspirations même de la base afin qu'on ne donne pas l'impression que c'est la force en poigne au sein du SDF. Et c'est vrai que ça donne l'impression que c'est Joshua qui a remporté la bataille, mais le discours du chairman devrait être clair et que ceux qui aujourd'hui ont l'impression qu'ils ont gagné sur leurs adversaires internes n'est pas la grosse tête et qu'il faut œuvrer pour l'union sacrée du parti parce qu'au fil des années, on s'est rendu compte que le SDF, qui était ce monstre politique qui dominait l'opposition camerounaise, est devenu un parti réduit à une peau de chagrin. Il faut donc reconquérir les positions qu'on avait perdues et je crois que c'est avec un discours fédérateur que cette œuvre peut être réussie. Un dernier mot à l'Osana, comment désormais on travaille au sein du SDF, on se rassemble, on est unis, on regarde la même direction? Si vous avez un certain Jean-Michel Nche, je doute fort qu'il soit toujours en mesure de travailler comme à l'époque, avant le réaménagement. Je pense que chaque fois
qu'il y a un nouveau départ. Il y en a qui estiment toujours qu'on n'aurait pas dû les bousculer. Il y en a qui estiment justement que le mouvement d'hier n'avait pas lieu d'être, ou du moins on aurait pu encore les conserver. Je vois mal Jean-Michel Nincho se taire. Je vois, il y en a qui vont forcément continuer à vouloir s'exprimer, afin d'entendre leur voix. Et il reviendra au chairman de faire entendre sa voix également pour que l'ordre règne. Parce qu'en fait, le SDF aujourd'hui ne gagne rien à exposer ses querelles. Au contraire. Exposer ces querelles le fragilise et cela donne avantage d'autres parties, à l'instar du MRC qui est en proposition et qui attend juste qu'il y ait des failles en face pour qu'il renforce davantage sa position. Donc, le SDF a encore bondi, pas encore aller très loin, à condition que la discipline règne en son sein. Merci pour ce premier sujet. On prend le deuxième et il est consacré donc à cette agression qu'a subi Jean-Sylvain Vondo. Il est le président de section RDPC du Dja et le Bossé à Saint-Mélima. Il est par ailleurs directeur de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie. Le messager nous dit qu'il est la cible. Il a été écorché vif. On voit des relents du règlement de compte politique derrière cette agression. Georges Semer, vous prenez la main. Vous avez suivi quand même cette actualité depuis quelques jours qui défraie la chronique. Cette agression, on va dire, au regard des faits décrits ici par les journaux, qui est quand même une agression barbare de ce commis de l'État-là. Alors, ce n'est pas depuis quelques jours, c'est depuis après les opérations de renouvellement des organes de base du RDPC qui a eu ces tensions larvées entre cadres politiques du RDPC et qui malheureusement ont eu répercussion sur les attentats physiques contre les personnes. Et lorsque je parcours les différents titres qui font l'objet de notre analyse ce matin, je me rends bien évidemment compte que on angle plus vers une attaque. Donc ça veut dire que c'est une opération commando contre quelqu'un qui est, comme vous l'avez dit, président de section dans le Dja-et-le-Bo, mais un haut cadre du ministère de l'économie. Donc on est presque à même de dire que il y a une sorte de confluence entre ses fonctions au sein du RDPC et sa très envieuse position au sein du MINEPAD. Et vous savez que c'est sa direction qui gère la fameuse ligne 94 et la ligne 65, qui sont des lignes extrêmement pourvoyeuses d'argent. Et certainement, peut-être l'enquête nous le dira, certainement il y aurait un lien entre ces deux positions stratégiques au sein du RDPC et au sein de l'administration avec les gens qui ne voudraient peut-être pas qu'ils soient sur le devant de la scène. Certainement, une enquête va nous permettre de clarifier cette situation, mais il en reste qu'il a été sérieusement amoché parce que lorsqu'on parcourt les unes, on nous dit qu'il est sur un lit d'hôpital très mal à point. Donc, ça veut dire que l'attaque a été d'une forte ampleur. Violente. Effectivement. Donc, il y a cette confluence entre une opération commando ou un fait divers. Seule une enquête pourra nous apporter les éléments probants sur ce qui en est exactement de la situation de Jean-Sylvain. Alors, la presse rapporte que durant sa torture, donc c'est lui qui le dit, donc les propos rapportés par la presse, ces bourreaux lui ont beaucoup parlé de politique, ses relations avec le RDPC, son soutien à Paul Biya, et puis lui l'a dit, si on doit le tuer pour ses convictions politiques, pour son soutien au RDPC, bien qu'on le tue et qu'on épargne sa famille. Je crois que c'est un peu ça qui fonde également la presse ce matin à croire que ce sont des règlements politiques. C'est votre avis? Bon, je pense aux Américains. Lorsque les Américains vont donner une information, il y a toujours une version officielle, il y a toujours une version officieuse. Et celle officielle est souvent loin de la vérité. Et c'est celle qui est officieuse qui, justement, est la bonne. Alors, le concerné nous fait comprendre que l'agression a été portée beaucoup plus sur l'axe de la vie politique. Ça, c'est ce qu'il dit officiellement. Mais avant son agression, rappelons l'opinion que la ligne 94 a connu beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit. Jusqu'à ce qu'on l'évoque, beaucoup n'étaient pas au courant de cette ligne-là. Moi, je ne la connaissais pas. Même s'ils savaient qu'il arrive, il est normal comme ministère de l'économie, qu'il y ait des segments à travers lesquels on peut accompagner le secteur privé. Mais je n'avais pas une idée très précise sur le contenu. Et c'est le SDF dont on parlait il y a quelques instants qui a donné une lumière un peu plus vive sur
le contenu. Le fonctionnement de la ligne 94, avec beaucoup de milliards qui ont été octroyés à Donc, des c'est opérateurs. à ce moment-là que l'opinion publique a commencé à s'intéresser à la fameuse ligne. Qui a eu quoi? Et la ligne a été presque renforcée par le passage du Minfi à l'Assemblée. Il y en a qui ont eu plus que certains. Et donc là, l'opinion, on s'est dit, tiens, ça veut dire que la ligne existe. Alors, lorsque il y a eu ces mouvements, alors on s'est dit, et aujourd'hui nous avons une agression. On n'était pas là pour comprendre exactement l'échange, n'est-ce pas, entre les agresseurs et l'agressé. C'est lui qui nous rapporte, ce n'est pas les agresseurs qui nous rapportent ce qu'ils ont demandé à l'agressé. Est-ce que j'ai lu justement dans les journaux qu'ils n'ont demandé ni argent, mais j'ai beaucoup plus cherché les documents et cherché à le torturer. Moi, je vois beaucoup plus, au-delà de l'aspect politique, je vois beaucoup plus un aspect peut-être économique, mais davantage qui viendrait des gens qui veulent avoir plus d'informations sur la ligne 94. Lui, peut-être qu'il parle de ses batailles politiques dans le dialogue et autres, mais moi, je vois beaucoup plus des règlements de compte, peut-être au sein du ministère, peut-être, ou encore dans son entourage. Qu'est-ce que recherchent les gens dans cette ligne 94? Par exemple, ils veulent quoi? Ils veulent avoir leur part, ils veulent en quelque sorte, pourquoi savoir à qui on a donné quoi. Donc, ici, on ne peut émettre que des hypothèses. Même en science, on parle d'abord des hypothèses, on vérifie, et puis on tire une conclusion. Et donc, sur un plateau, on ne peut pas tirer une conclusion hâtive, on ne peut émettre que des hypothèses. Maintenant, il y en a qui sont plus futés, il y en a qui ont des bras plus longs, il y en a qui ont des éléments d'enquête, des outils d'enquête plus approfondis, qui vont donc au-delà de ce qu'avoue publiquement l'agressé, qui pourrait aller au-delà de ce qui est public et peut-être déceler en dessous d'autres raisons encore peut-être plus coriaces. Alors, Joël Semé, c'est une agression, dit-on, qui a duré plusieurs heures, de 23h jusqu'à 3h. Il n'arrivait pas peut-être à lâcher le morceau de ce qu'on voulait. Lui-même, il avait intérêt à garder beaucoup de choses. En tout cas, l'indépendant se pose la question à qui profite le crime. Alors, c'est une question piège. Et vous me posez, vous également, une question assez embarrassante parce que, comme l'a dit Aloïse, on n'a que des bribes d'informations et on n'a qu'un côté de la chose, un côté de l'information qui émane bien sûr de la presse, qui allait vers la victime, qui a traduit des faits d'agression sauvage ciblée. Alors, en termes juridiques, on parle souvent de faisceaux d'indices, qui conduisent à dire que telle thèse est irréfragable ou pas. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore les faisceaux d'indices probants qui nous disent qu'il s'agit d'une opération commando ciblée contre la personne. Parce qu'une autre personne peut sortir avec une autre thèse disant que c'est une opération crapuleuse, un fait divers, des bandits qui sont juste venus agresser, etc. Donc je crois qu'il faut une enquête sérieuse où les responsables chargés de l'enquête nous apporteront toute la vérité. Mais il reste que, au regard de ses fonctions au ministère de l'économie, au regard de l'actualité qui a eu trait à l'usage ou à l'affectation des fonds de la ligne 94, où on a eu l'impression qu'il y a des clans au sein du gouvernement qui s'en veulent de la gestion de cette ligne 94 avec beaucoup de milliards, au regard de sa position stratégique au sein du RDPC dans le dialogue, qui est le département d'origine du président de la République. On a l'impression, et ça c'est le principal faisceau d'indices, on a l'impression qu'il s'agit d'une attaque ciblée. Seule, je le répète, seule l'enquête pourra nous apporter les clarifications nécessaires pour qu'on en arrive à cette conclusion. Mais il reste que il est très mal en point et vous avez dit, ça a pris 3 heures. Donc ça veut dire que ceux qui l'ont agressé recherchaient quelque chose qui malheureusement n'ont pas pu obtenir et ils auraient même pu perdre la vie. Donc je pense qu'il faut une enquête approfondie qui nous apportera tous les éléments probants. Alors, dernière question sur ce sujet-là. Le journal Le Messager dit qu'on prépare le grand soir, c'est la succession à Paul Biya. Donc chaque fois qu'il doit y avoir un événement qui implique peut-être les pontes du régime ou alors les membres du RDPC, tout de suite on pense à la succession de Paul Biya. Ça peut arriver jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à un tel niveau de violence? Mon point de vue dessus, non, pas vraiment. M. Mvondo n'est pas... je pense que le RDPC a une hiérarchie et le Cameroun a aussi une hiérarchie, il est bien constitué.
été déjà mis en place. Il peut être victime des réseaux. Hein, je vois peut être victime collatérale. Je vois peut-être victime collatérale. Peut-être victime collatérale, mais faire un lien étroit entre le Grand Soir et l'agression à M. Mvondo, je pense que c'est un peu aller très vite en besogne. Il n'a jamais peut-être manifesté un désir, n'est-ce pas, d'accéder au pouvoir suprême. Si on avait peut-être eu affaire à quelqu'un qui manifestait, on a connu au sein du RDPC des gens qui mimaient la démarche du chef de l'État. Il y en a qui limitaient pratiquement. Si ça avait été ce genre de personnage-là, d'acteur politique, on aurait compris, on aurait fait peut-être un pont. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui était inconnu du public. On a eu lettre une fois où quelqu'un se plaignait qu'il est en poste depuis de longues années, il n'est pas bousculé. Peut-être pourquoi pas aussi pencher l'enquête de ce côté-là. Pourquoi est-ce qu'il est toujours à ce poste-là? Ça peut aussi susciter en interne des jalousies. Pourquoi pas? Mais établir un pont tout de suite entre le Grand Soir et M. Mvondo, je pense que c'est un peu très prématuré. Alors, pour sortir, Georges, mais il y a quand même aussi une thèse qui parle de manipulation. Ça peut être même Ourdi dans son propre camp pour attirer une certaine attention sur lui. Alors, avant qu'on parle de manipulation, mais je crois qu'il faut quand même dire la vérité à la suite d'Aloïse. La fameuse ligne 94 et les fameuses lignes 94 et 65 sont des lignes qui pourvoient beaucoup d'argent et qui sont presque des caisses d'avance de souveraineté gérées à la guise de Jean-Sylvain Mvondo, puisque c'est lui qui en est le patron. Alors, l'actualité qui a eu trait il y a quelques mois sur les fameuses correspondances dévoilait une lutte de clans entre le ministre de l'économie actuel, Alamine Ousmane Meh, qui se plaignait effectivement de la façon dont cette caisse est gérée, et le ministre des Finances qui a-t-on l'impression, et ça a été abondamment évoqué dans la presse, est plutôt le donneur d'ordre de M. Jean-Sylvain Mvondo. Donc ça fait qu'il y a donc ces deux clans qui ne s'entendent pas du tout sur la gestion de ces milliards et qui a malheureusement une répercussion sur une activité politique dans le dialogue. Donc, il faut dire la vérité aux Camerounais, il y a effectivement une lutte des clans au sein de l'administration, mais également au sein du RDPC, parce que tout ce monde-là fait partie du RDPC. Et pour répondre à votre question, le Grand Soir, je pense que de fil à aiguille, on peut dire également qu'il y a des guerres de positionnement. Effectivement, il y a des guerres de positionnement et on a souvent donné l'impression, abusivement ou pas, de faire montrer lui, Paul Moutazi, comme étant l'un des fils putatifs ou alors l'un des remplaçants putatifs du président de la République, sans qu'on nous apporte des preuves, bien évidemment, par le plan. Mais je pense quand même qu'il y a une guerre des clans et malheureusement, Paul Biya n'a pas encore dit qu'il ne sera pas candidat en 2025 et vous voyez que depuis quelques semaines, on voit qu'il y a des appels à sa candidature et je vois mal qu'on nous dise aujourd'hui que le fait Jean-Sylvain Mvondo serait peut-être suite à une guerre de positionnement, mais c'est sûr qu'il y a quand même des guerres de clans au sein du RDPC et au sein de la haute administration. Voilà, merci pour vos éclairages, monsieur, sur ces deux sujets retenus dans le cadre de cette édition. C'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis à la maison. Merci à nos équipes techniques autour de Emos Fongo. Vous restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision. Tout de suite derrière, c'est 10-12 les Zéniths. Bon week-end.